Les chiffres montrent qu'un Français sur 3 souffre de troubles du sommeil. On parle même d'un fléau des sociétés modernes. Mais qu'entend-on vraiment par troubles du sommeil? Car entre les insomnies, les hypersomnies, l'apnée obstructive du sommeil, les parasomnies ou encore le syndrome des jambes sans repos, l'on s'y perd un peu. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes très nombreux à nous plaindre de nuits trop courtes sans vraiment savoir pourquoi ni comment remédier au phénomène. Pour tenter d'en savoir plus, je vais m'en remettre à l'expertise du docteur François Journiot, qui est pneumologue et qui connaît très bien le sujet. Bonjour, docteur Journiot. Bonjour Vanessa. Alors, je l'ai dit, docteur, le manque de sommeil, c'est un véritable fléau. Ça concerne beaucoup de Français. Mais finalement, comment savoir si nos nuits sont très agitées, parce qu'on dort mal, ou si c'est un phénomène plus pathologique? Si un patient a des symptômes la journée, à savoir la fatigue, la somnolence, des problèmes de concentration, de mémorisation, on peut se demander s'il n'aurait pas un trouble du sommeil. On a également d'autres patients qui viennent nous voir parce que pendant la nuit, ils s'aperçoivent de symptômes comme des maux de tête, des sueurs, des réveils inexpliqués, répétés, ou bien encore des difficultés pour s'endormir à plusieurs jours dans la semaine ou des réveils prolongés la nuit. Oui, ça, ce sont vraiment des choses qui doivent alerter au-delà de la fatigue. C'est ça. On se dit que si on somnole au bureau, ça n'est pas normal. C'est ça, c'est un point d'appel fréquent. La fatigue et la somnolence, on va dire que c'est les deux symptômes principaux qui vont mettre en alerte. Alors il arrive des fois qu'on va rechercher des troubles du sommeil chez un patient qui n'a pas de plainte pour des pathologies comme les problèmes cardiologiques, qui peuvent nous amener à faire des enregistrements chez ces patients. Sans savoir qu'on a un problème de sommeil, par exemple? Oui, parce qu'une partie de la population a des troubles du sommeil sans le savoir. Sans le savoir. Face à des nuits trop courtes, agitées, quelles sont les règles de bonne conduite? Alors, je parlais d'hygiène de vie. Alors, il y a un peu tout dans l'hygiène de vie. Moi, je me dirais qu'il faut que je me couche tôt et que je ne me réveille pas trop tard. Est-ce que c'est ça la solution? C'est bien qu'on aborde le sujet, Vanessa, parce que l'hygiène de sommeil, c'est capital. Ouais. Aujourd'hui, un Français sur 2 ne dort pas correctement. On ne respecte pas ses besoins physiologiques. Donc la première chose, c'est d'abord respecter, d'être à l'écoute de ses besoins, savoir finalement combien de temps de sommeil on a besoin. Et le plus simple, c'est de calculer qu'on est en vacances. Le moment où on est en libre cours, sans contrainte, on sait très bien à peu près vers quelle heure on se couche, à quelle heure on se réveille, et on peut en déduire à peu près ses besoins de sommeil. Et là, souvent, on s'aperçoit qu'en période d'activité professionnelle, on n'est pas dans le respect de ses besoins. Et souvent, on grignote un petit peu de temps de sommeil. Il faut être à l'écoute de ces signes d'appel, les yeux qui grattent, on commence à bâiller, etc. C'est sûrement le moment d'aller se coucher. Donc l'hygiène de sommeil, c'est probablement la première chose à rechercher, les problèmes d'hygiène de sommeil et les premières causes aussi de fatigue finalement et de somnolence la journée. Oui, c'est ça. Il faut écouter son corps. Alors, il y a aussi les phénomènes pathologiques, l'apnée obstructive du sommeil. D'ailleurs, c'est l'un des troubles de sommeil les plus fréquents, si je ne m'abuse. Le syndrome d'apnée du sommeil, on peut dire que c'est un problème de santé publique. Ouais. Ça concerne environ 3 millions de Français adultes. Énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, 1 million de Français sont appareillés avec une machine de ventilation pour leurs apnées. Les fameux PPC. Les fameuses PPC, pression positive continue. Et on continue tous les jours de faire du dépistage en masse, sur toute la France, pour rechercher, traquer ces patients qui ont des apnées qui ne le savent pas encore. Il y a des signes, justement, c'est souvent le compagnon, la compagne qui finalement dit tu dors pas bien, quoi. Effectivement, souvent, c'est des signes cliniques, c'est-à-dire rapportés par l'entourage, comme des ronflements importants, des étouffements qui sont décrits. D'autres fois, c'est le patient lui-même qui s'aperçoit qu'il y a un problème, il ne dort pas bien, il est fatigué le matin alors qu'il a un temps de sommeil sur le papier qui est bon. Il se réveille souvent la nuit, il se réveille avec des maux de tête, des sueurs importantes, des sensations d'étouffement. D'étouffement. Parfois des rêves à thématique de noyade. Ok, je l'ignorais. Je crois qu'il y a le poids aussi qui joue beaucoup dans l'apnée du sommeil. C'est la première cause de développement d'apnée du sommeil, tout simplement par des dépôts de graisse au niveau de la gorge et de la langue. D'accord. Ça a été montré clairement. Ouais. Et donc, maigrir, c'est probablement le meilleur levier pour améliorer ces apnées du sommeil. Après, on a aussi un certain nombre de patients qui ont un mauvais développement maxillofacial avec une étroitesse de leur gorge, de leur fosse nasale, qui les gêne pour respirer. Et souvent, ces troubles ont pour origine déjà l'enfance. Ce sont des troubles qui déjà sont détectables pendant l'enfance. Très petits. Ouais. Alors, je parlais aussi tout à l'heure, en début d'émission, du syndrome des jambes sans repos, dont on parle finalement assez peu, dont on sait peu de choses. À quoi ça correspond exactement? On appelle ça également les impatiences au niveau des jambes. Ouais. Ça consiste à avoir une sensation désagréable dans les jambes qui survient au repos des fourmillements, et plutôt par exemple en fin de journée. Alors ça peut être des fourmillements, ça peut aussi avoir une connotation douloureuse.
D'accord. Et donc ça peut altérer la qualité de sommeil du patient, surtout gêner l'endormissement, puisque le patient va devoir bouger, remuer les jambes, parfois pendant une demi-heure, 1 heure, alors qu'il devrait être censé dormir. J'ai compris. Voilà. Et donc ce sont les signes cliniques. Donc on pose le diagnostic à l'interrogatoire. En discutant avec le patient, facilement, on peut poser un diagnostic de syndrome de jambes sans repos. Et après, bien sûr, il y a la question de pourquoi. Ouais. Et donc là, il y a toutes des investigations qui peuvent être menées, des bilans sanguins qui sont réalisés, à la recherche notamment de carence en fer. La carence en fer. Le manque de fer, c'est Ok. probablement la première cause de jambes sans repos. Ok. Et donc, donner du fer après aux patients, ça permet de régler le problème. Alors, il y a des solutions, c'est très rassurant. Alors, vous parliez justement d'investigation. Il y a de plus en plus de centres de sommeil. En tout cas, on en entend beaucoup parler. Est-ce que quand on dort mal, on doit en passer par là à un moment quand on n'arrive pas vraiment à savoir ce qui se passe? Est-ce que ça marche comme ça ou pas du tout? Heureusement que ce n'est pas nécessaire, parce que d'abord, les centres, il n'y en a pas tant que ça. En France, une cinquantaine agréés par la Société française de médecine du sommeil. Et donc, heureusement, on peut aujourd'hui soigner, dépister des troubles du sommeil au cabinet du médecin ou avec des appareils dits ambulatoires, c'est-à-dire des examens qu'on peut faire à la maison, tout simplement, qui me permettent d'avancer sur un diagnostic, notamment rechercher des apnées du sommeil. On voit vraiment un développement des applications connectées santé, avec des patients qui viennent en consultation avec directement déjà des résultats imprimés de leur montre, de leur téléphone, sur leur temps de sommeil, sur leur qualité de sommeil, sur la notion de ronflement, d'apnée. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Alors après, d'un point de vue scientifique, on est encore quand même loin en termes de qualité des résultats et d'efficience des résultats par rapport aux examens qu'on va faire en laboratoire, par exemple. Bien sûr. 2 intérêts pour moi. Le premier, c'est effectivement de faire du dépistage, c'est-à-dire massif de troubles du sommeil. C'est-à-dire la montre connectée, le téléphone va vous dire il y a un problème de sommeil. Derrière, donc, on peut aller consulter un médecin et commencer à en parler, puis voir si ça vaut le coup d'aller voir plus loin, peut-être. Bien sûr. Et le deuxième intérêt pour moi, c'est d'avoir une idée aussi de son hygiène de sommeil. On parlait de l'hygiène de sommeil en préambule, c'est hyper important. Finalement, vous avez un agenda de sommeil qui vous est donné par votre montre, elle vous donne vos heures de coucher, de lever, votre temps de sommeil, et ça peut permettre peut-être de rajuster le tir en voyant que là, on a tiré un petit peu trop sur la corde depuis quelques semaines. Alors vous avez parlé de l'agenda du sommeil, qui peut être numérique. On peut le faire aussi à la main, c'est-à-dire noter le soir quand on se couche, quand on se réveille. Ça, c'est des indications importantes pour... Nous, on demande systématiquement au patient qui vient en consultation pour un trouble du sommeil de nous remplir un agenda de sommeil. Donc on lui remet ou il le télécharge sur Internet. Et donc finalement, c'est assez simple à remplir. Tous les jours le matin, quand le patient se réveille, il va notifier l'heure de coucher, l'heure de lever. Et puis le temps de sommeil estimé, ce n'est pas à la minute près, voilà, c'est une idée, s'il y a des réveils dans la nuit. Et puis en journée, il va nous indiquer s'il a fait la sieste ou s'il a eu d'accès de somnolence. Il indiquera également plusieurs jours d'affilée sa qualité de sommeil est estimée, si elle est bonne, très bonne ou très moyenne, inversement. Alors ça, c'est un outil indispensable. Alors, ce dont on se rend compte, docteur, c'est que c'est beaucoup l'hygiène de vie, finalement, et une prise en charge un peu globale, finalement, aussi, les troubles du sommeil. Le sommeil, c'est 30% de notre vie. Alors, si on dort, ce n'est pas par hasard, c'est vital. Ça a plein de fonctions. Ça sert à restaurer les stocks d'énergie, à la mémorisation, au repos cardiovasculaire aussi. Votre système cardiovasculaire se met au repos. Enfin, vraiment, le sommeil, c'est vraiment vital. Le sommeil, c'est la santé, quoi. C'est la santé, et on s'aperçoit que des patients la perdent parce qu'effectivement, ils ont ces troubles du sommeil, mais parce qu'ils font n'importe quoi avec leur sommeil. Eh bien, merci, docteur Junio. On va passer maintenant aux questions des internautes. On en a sélectionné 3 qui sont les plus représentatives parce qu'on en a eu quand même beaucoup. Est-ce qu'il existe des ronflements normaux? Un ronflement simple, ça existe, c'est une définition. Donc c'est un ronflement qui ne s'accompagne pas de symptômes cliniques, donc pas de somnolence, pas de fatigue, un sommeil qui est de bonne qualité, et qui n'a pas non plus, qui ne s'associe pas non plus à des problèmes de santé comme un problème cardiovasculaire, pour ce qui va nous inquiéter le plus. Donc un patient ronfleur qui aurait des problèmes cardiaques, même s'il n'a pas d'autres plaintes, on va aller un peu plus loin. Mais un patient qui n'a pas de problème de santé particulier, qui est juste ronfleur, qui ne se plaint de rien, qui dort bien, qui est en parfaite forme, parfait état la journée, on ne va pas forcément l'inquiéter et faire d'exploration. Alors on a Marilyn qui nous dit que son compagnon se plaint sans cesse de mal dormir, mais que pourtant elle, quand elle se réveille, elle constate qu'il dort comme un bébé. Est-ce qu'il se moque d'elle, finalement, son mari ? Mais c'est une excellente question parce qu'en fait, on a beaucoup de patients qui nous consultent avec l'impression de mal dormir, de ne pas dormir, de faire des insomnies sévères.
Et puis quand on leur fait un examen approfondi, en fait, ils dorment quasiment normalement. Et donc il y a une espèce des fois de déconnexion entre le ressenti du sommeil et la réalité. Donc du coup, derrière, on rate un petit peu, on cherche d'autres explications. On va faire un bilan sanguin, vérifier la fonction thyroïdienne, le fer. On va effectivement rechercher s'il n'y a pas des troubles anxieux, un état dépressif latent, des gens qui ont des dépressions saisonnières, par exemple, en période hivernale, pas beaucoup de lumière, on a moins la pêche. On a l'impression de moins bien dormir, mais finalement, c'est un état presque physiologique, avec un état de forme un peu moindre. Et puis finalement, on va après rebondir, sans qu'il y ait de pathologie derrière, sans qu'il y ait de traitement, etc. De gravité, bien sûr. Enfin, dernière question. On lit partout des choses. Ah oui, ça m'intéresse. Pour bien dormir, il faut une chambre à température idéale, 18-19 degrés, je ne sais plus trop. Un bon matelas, le noir complet. Moi, personnellement, nous dit Sophie, je m'endors bien, même avec de la lumière. Ces règles-là, elles ne sont pas adaptées à tout le monde, j'imagine. On n'a pas tous les mêmes besoins. Oui, effectivement, on n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des longs dormeurs qui ont besoin de plus de 10 heures, des courts dormeurs, moins de 6 heures. Donc on est tous inégaux, c'est génétique, c'est comme ça. On ne peut pas aller contre. Pour ce qui est des règles, j'allais dire, de l'ambiance pour dormir, quelqu'un qui n'a pas de difficultés particulières, il s'endort dans toutes les situations, il va bien, il ne se plaint de rien. Limite, on s'en fiche. C'est plutôt, ça va devenir important quand quelqu'un, justement, il a des troubles du sommeil, il ne sait pas s'endormir. Donc là, on va quand même vérifier la température de la chambre. Il faut qu'il fasse relativement frais, parce que pour s'endormir, il faut se refroidir. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une nuisance sonore, qu'il y ait une nuisance lumineuse, etc. Mais pour quelqu'un qui se plaindrait. Eh bien, merci beaucoup, Dr Jonio. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, moi, le moment que je préfère dans la journée, c'est celui où je vais me coucher. Je vous dis à très vite pour de nouvelles expertises santé.